Salut David. Salut Boris. Bon, je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Ça fait quelques temps que j'ai envie de t'avoir sur l'alignement. Je te suis depuis un petit moment et c'est vrai que ton approche de la santé m'a beaucoup inspiré ces dernières années et c'était obligé. Il fallait que j'étais sur l'alignement. Donc très heureux de t'avoir aujourd'hui. Eh ben écoute, c'est un plaisir aussi de te rencontrer et puis de partager avec tes auditeurs. Bah carrément. Bah écoute, on va avoir une petite heure et demie là pour échanger. Je sais que tu reviens tout frais avec une bonne énergie et de la fatigue aussi de tes stages. Donc on aura l'occasion de parler de tout ça. Mais ouais, donc ça va être cool. Tu vas arriver aussi avec pas mal aussi de retours d'expérience. Donc ça va être chouette de partager tout ça. Moi, j'aime bien commencer mon podcast avec, en fait, j'aime bien m'intéresser au parcours de mes invités et essayer de comprendre un petit peu ce qui a amené le David que j'ai aujourd'hui. Quels ont été un petit peu tes cheminements de vie et puis moi j'appelle ça l'alignement personnel. Tu vois, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, bah, t'accompagnes, bah, notamment des groupes, que tu enseignes la santé holistique. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin, si on peut revenir un petit peu. Alors, hésite pas à être potentiellement exhaustif. Moi, ça m'intéresse et puis je rebondirai un petit peu sur toutes les étapes. Ça sera intéressant pour nos auditeurs de comprendre tout ce cheminement. Oui, bien sûr. Écoute, je pense qu'avant tout, la quête, elle a été très personnelle. Pour ma quête, ça a été depuis que j'en ai pris conscience, c'est comment on fait pour être heureux, comment on fait pour être en joie, Ok. comment on fait pour être en énergie. Euh, voilà, ça, j'ai eu cette chance-là dans mon parcours de vie très tôt d'être confronté à des gens qui étaient en fin de vie. Ok. Et puis, comme tous, de venir d'un endroit où j'avais bien sûr des blessures d'enfants, des blessures d'adolescents, des choses qui ne me convenaient pas dans ma vie, et ce besoin de réparer les choses pour grandir, pour continuer d'avancer vers la personne que j'avais envie d'être. Alors, Hmm. pour la petite histoire, pour la faire courte à nos auditeurs, je suis professionnel de santé de formation, Ouais. ostéopathe et kinésithérapeute, et puis et je me suis ensuite dévoué au coaching Life Force que je fais pour justement apprendre à mieux gérer son intériorité et Hmm. surtout à connaître les principes du vivant qu'on a en commun tous les deux Ouais. pour être en santé et en énergie, pour aller vers ses rêves de vie. C'est la chose la plus importante pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est notre raison d'être, notre mission de vie, life purpose, comme on dit en anglais. Hmm. Qui tu veux être quand tu seras grand, pas qu'est-ce que tu veux faire, qui tu veux être. Et à 17 ans, quand j'ai eu mon bac avec mes souffrances, je me suis retrouvé dans des services pour étudier. Euh, donc si je compte mes études, ça fait quasiment 30 ans, je vais avoir 47 ans que j'accompagne des êtres humains sur le chemin et que je m'accompagne moi dans cette vie. Et avec des gens qui étaient dans mes stages, tu vois, dans des stages de soins palliatifs, par exemple, Ouais. des stages de neurotraumato très lourds, où des gens étaient en fin de vie. Donc cette quête de pourquoi on est là, la vie ne tient qu'à un fil. Hmm. Quel est le sens de tout ça? Ça m'a rencontré très tôt. Ça m'a déstabilisé parce que c'est venu aussi toucher des zones d'ombre chez moi. On en parlait en Hmm. off juste Oui. avant. Et du coup, j'ai vraiment dédié ma vie à vraiment la base de mon travail à Life Force, c'est santé, vitalité, amour, parce que je me suis rendu compte, je le dis à chaque fois, mais je te le redis là parce que c'est tellement important et essentiel pour moi. Cette compréhension qui est simple, mais loin d'être simpliste. Sans santé, on est malade. Sans vitalité, on Hmm. est crevé tout le temps. Et sans amour, ça pique. Sans amour pour nous, déjà, apprendre à s'aimer, c'est un chemin. Et sans amour pour les autres autour de soi. Hmm. La vie n'a aucun intérêt, on se sent sans aucune valeur. Donc ça, cette compréhension, à, à, à partir d'où je viens, à partir des malaises que j'avais à l'intérieur, et puis à partir de voir des gens qui mouraient autour de moi, c'est devenu clair que c'était essentiel pour moi. Donc j'ai vraiment investi toute mon énergie depuis plus de 30 ans, et c'est vraiment devenu ma raison d'être, Life Force, ça donne Hmm. sens à ma vie et valeur à mes actes. Comment on fait pour être en santé, rester en santé, être en énergie, rester en énergie,
et être en amour avec soi et son environnement. Parce que vivre et vieillir en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. Et malheureusement, moi, je l'ai pas appris à l'école, je l'ai pas appris de la part de mes parents parce que comme beaucoup de parents, ils ne savaient pas. Ils ont fait le meilleur qu'ils ont pu, mais ils ne le savaient pas. Et je l'ai surtout pas appris à la fac de médecine. Je l'ai pas appris dans mes études de kinésithérapie. Je l'ai pas appris dans mes études d'ostéo. J'ai passé 10 ans à la fac. J'ai pas appris ça. Ces principes d'Hormèse que tu connais bien parce qu'on a notre bon ami Pierrot Dufresne. Pierrot qu'on salue. Qu'on salue, mon Pierrot. On a cette passion en commun avec Pierre depuis des années, depuis qu'on s'est rencontrés. Sur l'hormèse, comment on fait pour renforcer son corps, son immunité, son système immunitaire physiologique et émotionnel à travers certains types de stress, des stress hormétiques. Quand on sait les appliquer, on devient plus fort. Quand on sait gérer l'intensité, la durée et le repos suffisant qu'il y a besoin après. Moi, j'ai pas appris ça dans mes études de soins, dans mes études de santé. Je les ai découverts sur mon chemin de vie. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est ça qui m'anime. Pour finir de me présenter un truc, je pense, caractéristique de qui je suis, c'est que j'ai eu cette chance et je me suis donné cette chance et la vie m'a aussi soutenu dans ça, de beaucoup voyager, de continuer à beaucoup voyager. Quand je dis beaucoup, c'est les 30 dernières années d'avoir exploré. Alors, quand je dis explorer, c'est toucher du doigt parce que parfois, c'est juste 2-3 semaines dans un pays, mais d'avoir quand même traversé quasiment 80 pays dans ma vie et de m'être occupé comme professionnel de santé de 40 000 personnes en slip. Donc, quand je dis en slip, incroyable. C'est aussi cru et ça veut dire beaucoup de choses. C'est une façon rigolote de dire quand tu as des gens qui ont mal en tant qu'ostéo et qui viennent te voir, et c'est 40 000 personnes, donc ça fait quand même une petite ville, de 80 nationalités différentes sur mon parcours, de gens qui ont eu mal et qui se mettent à nu. Et j'aime beaucoup, parce que je travaille beaucoup à Lifeforce avec le jeu et le corps, tout passe par le corps, et j'aime beaucoup quand quelqu'un se déshabille devant toi, au sens propre et au sens figuré, quand tu te mets en slip, il n'y a plus les masques sociaux. Et quand t'as mal, c'est de la méditation pour les nuls. J'aime bien dire ça. C'est il y a pas de jugement. C'est le 101. Ouais, je comprends. La douleur, c'est la façon la plus simple de méditer. Ça te ramène dans l'ici et dans le maintenant. Quand tu viens de t'éclater le petit orteil sur la table de la cuisine, t'es plus dans ton divorce, t'es plus dans le fait de te faire virer de ton boulot, t'es plus dans tes problèmes, t'es juste dans ton petit orteil. Donc c'est une sensation, la douleur qui est très grossière, qui te ramène dans l'ici et dans le maintenant. Donc ça a vraiment été génial, moi, dans mes premiers amours qui ont été la thérapie manuelle, la kinésithérapie et l'ostéopathie à travers le monde, à travers ces 80 pays et ces 40 000 personnes accompagnées. Ça m'a surtout donné la chance et l'opportunité d'être un sociologue et un anthropologue. Je comprends. Toutes mes questions, pas aussi simples que des questions existentielles, pourquoi vous avez des enfants, c'est toutes ces choses-là. Je te donne cet exemple-là, mais cette question-là, je l'ai posée 4000 fois à des gens de cultures complètement différentes. Et ça a été vraiment, je pense que ça a été, Boris, et ça l'est toujours, mon plus bel apprentissage, de poser des questions ingénues, qui peuvent sembler ingénues, mais qui sont tellement importantes et qui m'ont permis, moi, d'aller explorer différentes compréhensions de gens qui sont littéralement, qui se mettent à nu parce que quand tu te mets en slip et que tu as mal quelque part, tu es vraiment, je pense, le plus proche possible de ta vérité, entre guillemets. C'est-à-dire que tu sais bien, parce que tu es dans un travail d'accompagnement aussi, que le truc qui nous coupe de nous-mêmes très souvent et qui nous empêche d'aller vers qui on veut être, c'est très souvent notre identité. Le côté identitaire en développement personnel, c'est un des trucs les plus puissants parce que, et tu sais bien qu'on s'identifie à notre boulot, à nos maladies, au nombre d'enfants qu'on a, à notre salaire. Voilà, ce truc de qui tu veux être et de modifier son identité ou de l'ajuster, de la peaufiner, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour pouvoir implémenter de nouveaux patterns, Je comprends, ouais. de nouvelles habitudes, parce qu'un être humain est un être d'habitude, point barre. On fonctionne par habitude. Si tu veux implémenter de nouvelles habitudes
et t'en apprends plein et t'es dedans aussi avec notre Pierrot. On vibre la même chose, on partage la même chose, c'est les mêmes principes du vivant. D'abord, tu sais bien que pour que ça reste, il faut, je pense que c'est essentiel. Alors, j'aime pas les phrases qui commencent par il faut, mais de comprendre l'intérêt de peaufiner comme un maître sabre son identité. Est-ce que dans ton identité, tu es un gars qui va se lever le matin, qui va prendre une douche froide? Parce que si tu changes pas au niveau identitaire, tu vas le faire 3 fois et après tu vas arrêter. Tu Exactement. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu es un gars qui maintenant a décidé et s'est engagé à prendre soin de lui-même. Ça, c'est super important parce que si tu le fais par effet de mode, là, je fais une formation, mais finalement, ça n'a pas touché à mon côté identitaire. Je reste dans quelqu'un qui regarde Popcorn Netflix et qui a 20 kilos de surpoids et ça n'a pas touché l'identité. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment eu mal assez fort pendant assez longtemps pour aller venir taper le côté identitaire de ce que je suis ne me convient plus. Je ne m'aime plus comme ça. Je comprends. J'ai besoin de changer. Ça, c'est hyper puissant. Et si on loupe ça, à mon sens, encore une fois, je peux partager que ce que je suis et que mon expérience de vie pour moi d'abord dans mes cellules et en tant qu'accompagnant de gens s'il manque ça, le changement n'a pas lieu, quoi. Ok, bah super intéressant. Merci pour cette présentation. J'ai noté plein de trucs. J'avais envie de rebondir sur plein de trucs. Déjà, je me demandais qu'est-ce qui t'a. Tu disais que tu as passé énormément de temps avec des personnes en fin de vie. Ouais. Est-ce que c'est le hasard de la vie ou c'est toi qui as voulu te diriger vers ce type de personnes C'est le hasard de la vie. Okay. C'est le hasard. Alors en fait, je te dis ça, le hasard. Alors je ne crois pas du tout au hasard. C'est une synchronicité. Voilà, la vie m'a amené là et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Mais c'était pas forcément un choix au début si jeune, quoi. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le métier d'ostéopathe à l'époque? Qu'est-ce qui m'a amené? Alors, j'ai commencé par des études de kinésithérapie. J'ai toujours été, depuis gamin, j'ai toujours fait énormément de sport. Et toujours, je continue. Enfin, c'est une de mes plus grandes passions. J'ai toujours été passionné par le corps. Et aussi très, très égoïstement au départ, ou en tout cas de façon très self-centered, et tu vas voir pourquoi je te dis ça, j'avais envie et besoin de pouvoir prendre soin de moi. D'accord. J'avais envie et besoin de pouvoir prendre soin de moi et j'ai aussi été inspiré sur différentes blessures sportives d'aller chez un kiné ou chez un ostéo quand j'étais gamin. Et c'est des gens qui m'ont inspiré, tu vois, de pouvoir apporter du réconfort, du soin avec les mains. Ça a été... T'as toujours été, on va dire, t'as toujours adhéré à cette idée que c'était à travers le corps que se passait la guérison, en partie. Oui, enfin si tu veux, ce qui m'a beaucoup touché, ça continue de me toucher ensuite dans beaucoup de voyages, surtout avec chez des peuples premiers où c'est des gens qui ont cette capacité, tu vois, des gens qui ont cette capacité de couper le feu, par exemple, qui ont c'est clair, c'est dingue. Là, tu vois, des rebouteux ou des guérisseurs, des chamans que j'ai pu rencontrer en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, qui ont quelque chose d'intuitif, d'extrêmement puissant. Ça m'a toujours complètement bluffé. Je te disais ça au départ parce qu'effectivement le corps m'a toujours passionné, mais tu m'aurais posé cette question il y a 20 ans, j'avais envie de te dire, je t'aurais répondu je t'aurais répondu autrement. J'avais envie de prendre soin des autres. En fait, je comprends. Je te l'aurais fait à l'envers et j'étais en train de me la faire à l'envers il y a 25 ou 30 ans si je t'avais répondu ça, parce qu'en fait, j'avais juste envie de prendre soin de moi au départ. Et je dis ça, tu vois, pour qu'on aille, comme tu parles d'alignement, et c'est un des mots les plus importants pour moi. Je travaille énormément sur cet alignement tête, cœur, corps. Dans mes stages, je travaille beaucoup sur l'assertivité. Ça demande un alignement postural, physique, émotionnel et mental. Donc, je t'amène ça dès le début pour qu'on puisse parler de cœur à cœur. Et c'est un enseignement que j'ai aussi compris beaucoup. Tu sais que j'ai une grande passion pour la méditation, notamment Vipassana.
où j'ai fait une douzaine de retraites où tu passes 10 jours en silence, où tu es assis 12 heures par jour, tu es avec toi-même, donc tu peux pas te la faire à l'envers. Et c'est aussi dans un des sutras du Bouddha, et j'ai mis du temps à comprendre, mais qui est très simple, qui te dit, en fait, la compassion, elle commence par soi-même, et tu n'aimes, si tu penses que tu aimes d'autres personnes avant de t'aimer toi-même, tu te la fais à l'envers. Ça commence par, en fait, la seule personne que tu aimes, c'est toi. Et c'est une injonction qui est difficile moi qui viens d'un monde d'ONG où on est là pour contribuer aux autres. Ouais. Tu vois, c'est tout. C'est un vrai travail sur soi. La dernière page de tous les textes, de tous les textes sacrés, c'est un des chemins de salvation, entre guillemets, un des chemins libérateurs pour grandir, c'est t'occuper des autres. Ouais. Sauf que si t'as pas fait le taf avant de lire tout le bouquin sacré, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah, tous les textes sacrés des Védas, par exemple, de comment j'apprends à m'accueillir et à m'aimer et à prendre soin de moi de façon inconditionnelle, ça marche pas. Parce que si tu t'occupes des autres à travers tes propres blessures, c'est juste une catastrophe. Et ça pour le coup, moi, je l'ai vu énormément. Et c'est un chemin de vie. On continue toujours on peut aider les autres et accompagner les autres au plus profond qu'on s'est aidé soi-même. On pourra pas aller plus loin. Donc voilà, je t'amène ça sur l'alignement, en fait, j'ai mis des années à comprendre qu'en fait, j'avais vraiment, d'abord, ça venait d'une volition, ça veut dire une intention du cœur de prendre soin de moi. Et surtout, peut-être aussi, je te dis ça, cette peur de me rendre compte que je n'étais qu'un homme et donc vulnérable, et de voir des gens de mon âge en neurotraumato qui s'étaient pris un arbre en voiture 2 semaines avant et qui étaient tétraplégiques et qui allaient passer leur reste de la vie à faire ça et qui avaient envie de se suicider et qui pouvaient pas le faire. Tu vois, quand je comprends. Ce genre de personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie très tôt, où émotionnellement t'es là, tu vois, t'as 18 ans, t'as une gamine qui a 18 ans, tu vois, qui est tétraplégique depuis 2 semaines, enfin c'est chaud baraque, quoi. Bah ouais, c'est clair. Tu vois, voilà, et de m'être rendu compte que la vie était fragile et qu'on était tous égaux face à la maladie et face à la maladie et face à la vie, si tu veux. On a beau être en pleine santé maintenant, ça veut pas dire que dans une demi-heure, on se fait pas shooter par une voiture. Ouais, c'est clair. Moi, dans mon expérience de thérapeute, d'accompagnant, de professionnel de santé, j'ai vu des gens qui avaient un pronostic dans 3 mois, t'es plus là. 20 ans après, ils sont encore là. Et j'ai vu des gens en pleine force de l'âge, ils sont plus là. Donc c'est clair. Ça m'a fait réaliser aussi, tu vois, cette chose de, ça m'a fait très peur, déjà. Et en me disant, voilà, il faut, trouve des moyens pour pouvoir prendre soin de toi. Et je pense qu'il y a, comme beaucoup de personnes dans l'accompagnement, alors je vais parler pour moi, moi en tant qu'accompagnant, j'ai eu cette croyance à un moment que plus j'en savais sur comment prendre soin de moi, plus j'allais devenir antifragile et à l'abri du danger. Ce qui est pas vrai, qui est absolument pas vrai. Mais en tout cas, de façon consciente, parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve, et ça m'a appris aussi à faire confiance, tu vois, à faire confiance dans quelque chose de plus grand que nous, qui prend soin de nous. Mais en tout cas, ça m'a mis sur le pied à l'étrier dans d'avoir envie de prendre soin de moi, prendre soin des autres, pour mettre toutes les chances de mon côté. Et puis après, on laisse au plus grand que nous le soin de décider de ce qui va arriver dans notre vie aussi, quoi. Super intéressant. Et je me disais, tu parles beaucoup de prendre soin de toi. Et que à cette période-là, t'avais envie en fait de prendre soin des autres parce qu'en fait, tu t'autorisais pas vraiment peut-être à prendre soin de toi ou pas assez suffisamment. Est-ce que du coup, quand tu parlais du 18-20 ans, est-ce que pour toi tu prenais pas, comment est-ce que ça se matérialisait? Est-ce que c'était, pourquoi tu penses que tu prenais pas soin de toi à l'époque? Alors, je te dis ça encore parce que là, je me remets 30 ans en arrière en fait. C'est très facile. Ça demande un peu de travail dans les souvenirs. Ouais, complètement. Mais c'est très facile si tu veux pour un thérapeute, un professionnel de santé ou quelqu'un qui est dans le prendre soin de dire voilà,
en fait, j'avais envie de contribuer. Tu vois, c'est très Je classe. comprends. C'est très la conversation s'arrête. Tu vois, c'est très. En fait, là dans cette notion d'alignement qui t'est chère et qui m'est chère aussi, j'essaye vraiment de partager de cœur à cœur et de me mettre à nu. En fait, ça m'a pris du temps à me dire qu'en fait, je me la fais à l'envers. C'est une très belle réponse qui est facile. En fait, j'avais juste au départ envie de prendre soin de moi. À 17 ans, je pense que comme beaucoup de gamins, en tout cas moi, David, à 17 ans, j'étais tellement perdu dans ma vie. J'avais très peu de connaissances de moi, d'expérimentation de moi pour décider une voie. J'ai eu de la chance, j'ai pris une voie de soins qui m'épanouit maintenant et qui m'a appris, même si je fais absolument, ça a plus absolument rien à voir avec la kinésithérapie ou l'ostéopathie. Par contre, c'est des bases solides de compréhension de la physiologie Tout à fait, ouais. et du corps qui me servent tous les jours, mais dans l'accompagnement bien sûr, j'utilise énormément le corps, donc si tu veux, mais ce que je fais à Life Force n'a absolument rien à voir avec de l'ostéopathie. Par contre, c'est une très bonne base de compréhension de comment fonctionne la physiologie, la biomécanique et l'être humain. Et puis surtout, ça m'a permis de rencontrer 40 000 énormément de monde. humains, Bah, c'est ça. Donc, de développer ce qu'on appelle des soft skills, des compétences humaines, de savoir prendre soin de quelqu'un qui a mal et de savoir gérer les projections, transfert contre transfert, entre qu'est-ce que ça me fait, quoi. Parce qu'il y a toujours ça qui se joue. Donc, pour répondre à ta question, ouais, je pense que comme beaucoup d'ados, quand tu sors en fait, tu connais rien de la vie, t'as très peu expérimenté de la vie, et j'aime beaucoup, tu sais, je pense que j'ai dû passer 5 ans de ma vie, si je mets tout bout à bout, à voyager avec mon sac à dos, en fait. J'ai à 3 reprises, j'ai entrepris, tu vois, des tours du monde à différents moments de ma vie. Le premier, c'était à 24 ans, pendant 1 an et demi, sans savoir où j'allais. Génial. Et en fait, je pense que, tu sais, c'est très commun dans la culture anglophone, ça. Chez les Australiens, en UK, c'est très fréquent. Chez les Israéliens, c'est très fréquent. Chez les Hollandais, tu les rencontres. Ils prennent une année après ce qui correspond au baccalauréat pour aller voyager, s'expérimenter un peu dans le monde avant d'entreprendre des études universitaires. Et je pense qu'en fait, c'est très smart de faire ça. Parce que comment tu peux choisir à 13 ans, enfin, pas à 13 ans, c'est super compliqué. Quand t'as 15 ans, on demande à nos gamins qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Mais à 15 ans, moi je dis toujours en stage, arrêtez de les saouler, quoi. Qui tu veux être? Tu veux juste être heureux. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand t'as pas expérimenté avec le corps différent, tu vois, de passer 3 mois pleine balle ou 6 mois dans un boulot, comment tu peux te projeter dans les... T'es obligé de passer par l'expérience, hein. De toute façon, c'est vraiment un truc, sinon c'est très complexe de s'imaginer par la pensée, c'est toujours très différent avec la réalité. Exactement. Donc, je pense que dans la façon dans laquelle est conçu notre monde, dans notre société actuelle, j'ai eu... si tu veux, j'ai aussi eu du bol. La vie a été clémente et je me suis orienté dans un truc qui m'intéressait, c'est-à-dire le corps, les mécanismes du corps et aussi notre psyché, tout le côté émotionnel. Tu vois, j'avais, c'est les deux trucs qui me passionnaient. Tu vois, j'ai hésité entre psycho et le corps. Tu vois, je me suis dit soit un truc. De toute façon, mon idée c'était de réunir les deux, mais donc au final, la boucle a été bouclée quand tu as réuni les deux, quoi. Donc, exactement. Et je me suis dit, voilà, comme le sport avait une grande place dans ma vie, je me suis dit, je vais commencer par quelque chose de thérapie manuelle, ce qui me permettra de, tu vois, enfin, mais c'est sûr que c'était un truc, tu vois, il y a eu un facteur, tu vois, il y a eu un facteur, pas chance, mais j'aime bien dire ça aussi, tu vois, cette phrase, j'aime beaucoup. En fait, il n'y a pas de chance, c'est je suis la chance. Mais il y a eu la vie a été clémente, si tu veux. En tout cas, je me voyais dans des études de plomberie ou d'ingénieur, de commerce.
Ouais, tu as attiré un petit peu ce que tu voulais aussi, hein. Ouais. Et je voulais revenir un petit peu sur, tu as parlé beaucoup de voyages. Je sais que t'as eu la chance d'aller notamment et t'en parles souvent des zones bleues. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs qui savent pas ce que c'est une zone bleue et peut-être, toi, quels ont été, tes plus grands enseignements en allant dans ces zones bleues et peut-être qu'aujourd'hui, j'imagine que tu as à cœur aussi de transmettre ces grands principes, dans tes accompagnements. Si tu pourrais Complètement. Ouais. revenir un petit peu là-dessus. Alors les zones bleues, Boris, c'est de la longévité de population. C'est des zones qui ont été identifiées sur la planète. Il y en a 5 officielles, mais il y en a d'autres officieuses. Où, grosso modo, il y a le plus de centenaires, le plus de nonagénaires, donc 90 ans, et centenaires, plus de 100 ans, et souvent, très souvent, en bonne santé. Donc ces Par zones, exemple, c'est quoi? C'est Costa Rica, je crois au Japon. t'as la péninsule de Nicoya au Costa Rica, Ouais, où j'étais juste avant le confinement. T'as Okinawa, une petite île tropicale au sud du Japon. Tu as une vallée en Sardaigne qui s'appelle Barbagia. Tu as une petite île, un coin d'une petite île dans les Cyclades en Grèce qui s'appelle Ikaria. Et tu as une petite zone aux États-Unis, une communauté d'adventistes où ils sont 20 000, qui ok. s'appelle Loma Linda, qui est à 60 miles de Los Angeles. Et ensuite, excuse-moi, tu as d'autres zones aussi qui ont été à l'étude ou qui sont à l'étude, comme la vallée des centenaires de Vilcabamba en Équateur. Ouais, Tu as la vallée tu as les Hunzas au Pakistan, Abkhazia en Géorgie, la vallée de Bama en Chine. C'est d'autres zones aussi qui ont été ou qui sont à l'étude parce que il y a besoin d'avoir des chercheurs, notamment des démographes scientifiques, qui font des cross-checks pour vérifier les âges, pour vérifier qu'il n'y a pas de gruge. Parce que tu vois, à l'époque, dans certaines zones, forcément, au siècle dernier, il n'y avait pas de registre de bah non, naissance. c'est clair. Il faut vérifier en fonction de plein de paramètres, si tu veux, par exemple, des mariages, des baptêmes, en faisant des recoupements avec d'autres membres de la famille. Et j'ai eu la chance de rencontrer, de devenir ami avec le démographe scientifique qui a donné son nom aux zones bleues, qui s'appelle Michel Poulain, qui est un scientifique Génial. belge de l'ULB, avec qui j'ai passé du temps, notamment à Nicoya. Et voilà, qui nous a expliqué un petit peu comment il faisait. Pour lui, c'est lui qui est chargé de valider tous les âges. Et puis, et donc, écoute, j'ai la première fois que j'ai rencontré, c'était à peu près il y a 15-16 ans, de façon fortuite dans un voyage. Et effectivement, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ma vie? Ça a eu un impact majeur parce que ça a complètement explosé. Ça s'appelle de l'explosage de paradigme sur c'est quoi vieillir. Dans mes études de soins, je me suis retrouvé en soins palliatifs, je t'ai dit au tout début, et notamment aussi en gériatrie, où j'étais avec des gens qui étaient donc en fin de vie, et vieillir, c'était super pas sexy pour moi. J'avais associé vieillir avec le fait d'être malade. Parce Ouais, je que dans comprends. mon quotidien, et j'ai vu mes grands-parents comme ça aussi, quand à 75 ans, tu as un petit syndrome extra-pyramidal, par exemple, un Parkinson, c'est un syndrome extra-pyramidal, où tu es comme ça, avec le bon petit filet de bave qui est là, c'est pas sexy. C'est ça. Mais après, c'est aussi peut-être dans nos sociétés modernes, on a cette Exactement. image qui est pas sexy. On met pas en valeur Exactement. les personnes âgées. Exactement. Et comme ma croyance et nos croyances sont le résultat de notre expérience de vie, moi, dans mon quotidien, je ne voyais que des personnes âgées comme ça, et j'ai vu mes grands-parents comme ça aussi. Donc, je me suis dit, bah, ok, vieillir, c'est associé à être malade. Et d'ailleurs, si tu regardes, si les biostatistiques corroborent ça, puisque l'espérance de vie en Europe, on appelle ça lifespan. En Europe, elle est de 84 ans pour les femmes et 79,3 pour les hommes de mémoire. Là où ça pique, c'est ce qu'on appelle health span, l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé, elle est de 64 ans, 64,3 pour les femmes et 63,7 pour les hommes. Ça pique. Ok. Ça veut dire que Je savais pas cette stat. tu vis en bonne santé en Europe 64 ans et après tu continues à vivre 16 ou 20 ans en étant malade.
Donc c'est vraiment une réalité. Et moi, là pour le coup, ça m'excite absolument pas. C'est pas du tout Ouais, c'est sexy clair. de vivre 64 ans en bonne santé et ensuite de finir 20 ans malade. Et le fait d'avoir touché du doigt ces blue zones et de voir des gens de 90 ans, de 100 ans en bonne santé, la première fois, t'en vois un, tu te dis, bon, il a eu du bol. 2, 3, 4. Au 12e, tu te dis, dans le même village, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Il a 104 ans, il est sur son cheval, ou il a 102 ans, il est en train de soulever les sacs de patates. Tu te dis, ok, s'il te plaît, explique-moi quoi. Explique-moi comment tu as vécu ta vie. Apprends-moi. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que ces gens dans ces différentes zones où j'ai passé du temps, en fait, ont des patrimoines génétiques complètement différents entre un Sarde et un Nicoyen du Costa Rica. Ils n'ont pas le même patrimoine génétique. Par contre, la façon avec laquelle ils ont vécu leur vie est relativement similaire. Similaire, ok. Ça s'appelle l'épigénétique, c'est-à-dire les choix de vie au quotidien qu'on fait, que tu fais, que je fais, que vous faites, ils sont primordiaux. Et du coup, ces 30 dernières années, je me suis aussi passionné pour la longévité, qui est très lié à ce que je fais, à l'accompagnement, au coaching que je fais, santé, vitalité, amour, cette gestion de stress aussi. Dans la science de la longévité, qui est comment d'abord on ramène de la vie à ces années avant de vouloir extendre sa vie, avant de vouloir rallonger sa vie, de ramener des années à sa vie. Parce que si tu t'emmerdes profondément dans ta vie, t'es malheureux, ça sert à quoi de vivre mieux? À rien. D'abord, comment on fait pour être en joie et en amour? Et ben, dans cette science-là qui me passionne tant, on dit que l'épigénétique, elle est primordiale de 75 à 90%. C'est-à-dire que ton patrimoine génétique, en fait, il n'importe qu'entre 25 et 10%. C'est juste génialissime. Ça veut dire que même si vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête, cette putain d'épée de Damoclès, parce que tous les hommes sont morts d'un cancer de la prostate dans ta famille, ou toutes les femmes d'un cancer de l'utérus, ou autre maladie sympathique, si jamais on change la façon dont on vit, petit choix après petit choix, ces gènes ne s'exprimeront pas. Et c'est juste un message d'espoir. C'est génial, c'est clair. C'est génial. Et quels ont été du coup les... Alors déjà peut-être juste par curiosité, par quelle zone t'avais commencé? Quelle est la première zone bleue que t'as découverte? La première zone que j'ai découverte, c'est Icaria. Ok. Icaria, okay. Dans les Cyclades. Ouais. Ok. Et si tu devais dresser un petit peu les grands principes que tu as pu voir dans ces zones bleues, alors les grands principes, tes principes de vie qui faisaient que ces gens ils étaient en bonne santé aussi longtemps. Ouais, bah je m'en suis énormément, tu imagines bien, inspiré dans ce que j'ai mis en place et puis surtout ce qui est cher à mon cœur maintenant, ce qui est devenu ma raison d'être, Life Force, l'accompagnement que je fais, je vais te les dire, ils sont dans ce cercle, dans le logo, tu vois, ce pentagramme qui est aussi depuis la nuit des temps un des symboles de la longévité, ce cercle de pleine conscience et ces cinq piliers, j'appelle ça les 5 piliers. D'abord, la première chose, c'est pour moi alors j'ai un esprit qui fonctionne en matching. Matching, ça veut dire de voir les points communs par rapport à d'autres formes d'esprit qui voient les différences. On appelle ça du dismatching. Moi, dans tous ces voyages, j'ai une facilité pour repérer les points communs de ce que font les gens, les points communs entre les différentes modalités. Un des points communs que j'ai vu et qui est devenu clé pour moi, qui est la première partie de mon travail, c'est la gestion de l'intériorité. Comment on gère dans sa journée, grosso modo, le stress. C'est-à-dire comment tu gères dans ta journée quand il y a un truc que tu veux qui n'arrive pas et ou un truc que tu veux pas qui arrive. Comment tu gères. Ça, c'est super important parce que ça nous arrive tous les jours. Et t'as beau tout maîtriser dans ta vie, si tu sais pas gérer ce paramètre-là, t'as une qualité de vie de merde. C'est très simple. Si ton gamin, il renverse son verre de jus d'orange devant toi et que tu tapes une colère noire et que tu as toutes les richesses du monde sauf que tu sais pas gérer ton intériorité,
j'aimerais pas vivre dans tes baskets. Donc il y a différentes stratégies que j'ai pu voir à travers le monde. Là, je te parle des anciens qui m'ont. C'est un des grands groupes de mentors qui m'ont permis d'élaborer et d'apprendre et de continuer à apprendre. C'est eux. Le deuxième groupe de mentors qui m'a énormément inspiré, c'est tous les toddlers. Les toddlers, ça veut dire les moins de 3 ans que j'ai pu rencontrer partout sur la planète. Alors qu'ils ont une gouache au niveau énergétique de ouf. Ils sont au taquet, mais comme toi, Boris, ou moi petit, on se levait le matin, on était à donf toute la journée et on dormait très bien le soir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en chemin pour qu'on soit comme ça et qu'on soit conditionné c'est clair. Donc, j'ai des réponses que je te partagerai après. Et donc ça m'a aussi énormément inspiré de voir qu'est-ce qui se passe dans mon conditionnement entre guillemets social qui fait que ça castre ce haut niveau énergétique qu'on a naturellement. Tous les gamins de la planète ont ça naturellement. Donc ça, c'est les deux groupes de population qui m'ont et qui continuent à m'inspirer, à m'apprendre énormément. Et c'est ça que je kiffe d'ailleurs dans mes stages, parce que mes stages, ça va de 7 à 91 ans. Et c'est des stages transgénérationnels. Et moi, j'ai tous mes stages, j'ai des gens qui viennent avec leurs enfants ou avec leurs parents. Et j'ai plusieurs stages où j'avais 3 générations de la même famille. J'ai rarement vu ça pour avoir passé aussi, 30 années à me former aux 4 coins dans tout ce qui est développement personnel, où tu viens avec ton fils, ta fille, et où tu viens avec ta mère, quoi. C'est clair. Et c'est juste extraordinaire. Mais comme on travaille sur des principes vivants, ça touche tout le monde et surtout le plus beau truc, si tu veux, c'est que tout ça, en fait, tous ces principes d'homéostasie ou d'hormèse ou d'homéorésie, en fait, ce n'est qu'un prétexte pour créer un espace de rencontre où les gens connectent autrement. Et le monde a tellement besoin de ça en ce moment. Il y a toujours cet égrégore de peur et d'incertitude qu'on nous a mis dessus depuis 3 ans. Et qu'est-ce que ça fait du bien, si tu veux, d'avoir des rencontres où des gens, des espaces de rencontre peuvent se connecter avec le cœur et se montrer tels qu'ils sont. C'est tellement guérisseur et guérissant. Et pour la petite histoire, et je fais un petit hors-piste. Alors, excuse-moi, je suis un spécialiste. Vas-y. Pour répondre à ta question, mais ça me semble tellement important parce que, bien sûr, je te parle de nutrition. Un des piliers, c'est la nutrition. Au-delà de la diététique, bien sûr, on parle de quoi manger, de comment manger, de quand manger. Mais j'ai envie de te dire, déjà, cette nutrition, ça va au-delà de la bouffe, avec le quoi, quand, comment. Comment tu nourris chacun de tes sens. Déjà, là, on est à un niveau de conscience un petit peu au-dessus. Et le niveau de conscience, c'est comme la cabale, encore un petit peu au-dessus. C'est d'abord, avant de savoir quoi bouffer, c'est tout à ton honneur, tout à votre honneur, tout à nos honneurs de s'intéresser à ça. D'abord, peut-être, on pourrait s'intéresser à un truc tellement plus subtil, mais tellement plus puissant. Qu'est-ce qui est en train de te bouffer dans ta vie? Qu'est-ce qui te bouffe dans ta vie? Ça, c'est tellement plus important que de savoir la quantité de B12 et où tu trouves la B12. C'est ça. On appelle ça les unfinished businesses. Parce que les gens, tous, moi le premier, c'est quoi nos unfinished businesses, les affaires pas résolues à l'intérieur qui te bouffent au niveau énergétique, qui te demandent une quantité d'énergie. On parlait d'hormèse. Alors là, moi, mon grand kiff, c'est de faire passer toute cette connaissance, tu vois, des portes d'entrée de l'hormèse physique, mais que ça nous serve à devenir antifragile au niveau émotionnel. Tu sais bien, on a la même baseline avec Pierre de retrouver du confort dans l'inconfort et de la liberté dans la contrainte. Mais de toutes les parties donc ça veut dire comment on augmente au niveau énergétique, comment on est plus sain au niveau énergétique. De garder tous ces nandis terrés dans ce qu'on appelle basement, dans tes fondations, bien au fond de toi, des trucs que tu veux pas voir, ça te coûte une énergie, mais un truc de malade. Est-ce que ça passe au niveau tous nos traumatismes émotionnels auxquels toutes les choses qu'on a réprimées dans notre vie, qu'on n'a pas été voir, ça nous bouffe une quantité énergétique, un truc de malade.
Alors bien sûr, je vais te dire, tu sais, il y a les 4 postes énergétiques. Le premier poste énergétique que tu connais bien, mon Boris, c'est la digestion. Quand tu as de la bouffe à digérer, ça crame 40% de ta vitalité. Certes. Après, le deuxième poste énergétique, c'est la réflexion. Le troisième poste énergétique, c'est la motricité. Et le quatrième poste énergétique, c'est la régénération du corps et de l'esprit. Ce qui m'intéresse. Super. Ça, on a tous le même enseignement. Hein, des gens pour qui ça intéresse et qui sont sur cette voie-là. T'entends ça. J'ai envie de te dire qu'il y a un poste énergétique tellement plus subtil, c'est celui de bien garder et réprimer au fond toutes les merdes que tu veux pas voir. Celui-là, on n'en parle jamais. En tout cas, moi, je l'ai pas entendu. Ah, t'as raison. C'est clair. Souvent. Ça te bouffe une énergie subtile de vie extrêmement puissante. Donc ouais, si tu es dans un moment de vie où tu as besoin de guérir ou de récupérer, de régénérer d'un accident physique ou d'un accident de vie ou d'une maladie, bah, je pense que c'est sympa d'aller apporter l'énergie du pardon dans ces zones, ces recoins sombres de ton intériorité, d'aller mettre de la lumière et pour éviter que une partie de ton énergie de vie soit là pour garder ça bien congelé au fond. Parce que le congélateur, pour qu'il reste à moins 60, bah, ça consomme de l'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et ça m'a pris du temps, mon Boris. Là, je te livre le meilleur de ce que je suis, mais ça m'a pris vraiment des années de comprendre ça, en fait. De comprendre ça. Je comprends, ouais. Et du coup, ça passe en partie par. Tu parlais de ça au début, hein. C'est de la pratique de l'intériorité et de la présence pour toi essentiellement, ou il y a d'autres choses. Est-ce que par exemple, si on prend l'exemple des zones bleues, est-ce que c'est est-ce qu'on entend la pratique de l'intériorité comme une pratique contemplative, méditative, ou est-ce que c'est plus une connaissance de soi, une honnêteté, une gestion des émotions? Enfin, comment est-ce que tu vois ça pour quelqu'un qui voit pas trop? Je te réponds et je reviens à ta première question aussi, parce que la première chose, après forcément, tu sais, c'est aussi la beauté de la chose, c'est que plus je grandis, plus j'avance dans la vie, plus je goûte à de nouvelles expériences, plus ma compréhension des choses, elle est vivante. Tu sais qu'on dit que la moitié du savoir médical se renouvelle tous les 4-5 ans. C'est logique. Et ça ne fait que s'accélérer. Donc, bien sûr, et ce qu'on fait, en tout cas, je vais parler en jeu, ce que je fais évolue constamment, puisque on peut en parler en off, mais j'ai jamais arrêté de me former. C'est une année cette année, encore plus que d'habitude, c'est une année extrêmement riche. Là, je reviens d'une formation intensive. Tu vois, enfin, c'est donc là en 8 mois, j'ai enchaîné cette formation hyper riche. Donc forcément, ça impacte complètement mon intériorité, ma compréhension des choses. Elle s'affine de plus en plus et ça impacte mon travail à Life Force, bien évidemment. Donc, par contre, la base, elle reste la même. Donc, je reviens et après, je vais te clarifier ça. Les zones bleues, il y a 3 enseignements majeurs, 3 parties que j'ai appris et que j'ai mis en place à Life Force. Dans mon accompagnement, il y a 3 parties qui ont été inspirées par ces zones bleues. Mais pas que, hein, je te parlais des jeunes enfants aussi. La gestion de l'intériorité. Après, moi, bien sûr, avec toutes mes expériences de vie, j'ai pu modéliser des choses et mettre en place des modalités pour aller plus rapidement et plus en profondeur dans le fait d'accompagner d'autres personnes. Mais en tout cas, ces fondations, elles ont été inspirées par ces centenaires. Donc, gestion de l'intériorité. Après, je t'expliquerai le comment. Ça, c'est un point commun. C'est quelque chose qui est important pour toutes les personnes en bonne santé anciennes que j'ai vues, les seniors, les grands seniors. Ils ont accordé de l'importance, ils continuent d'accorder de l'importance à ça. Après, je te parlerai du comment. Deuxième partie, c'est ces fameux 5 piliers que tu vois ici sur mon logo. Ils ont accordé de l'importance de façon minimaliste, il y a 5 trucs qui reviennent toujours. 5 piliers qui soutiennent la santé, la vitalité et l'amour. C'est le rythme de vie. C'est des gens qui ont apporté de l'importance à les rythmes de vie. On a des rythmes jour-nuit, circadiens. Notamment, il y a le comment dormir. Ils ont apporté de l'importance à la qualité du sommeil. Deuxième pilier, c'est la nutrition. Pas que la bouffe dont on parlait, mais comment on nourrit chacun de ses sens. C'est un truc qui revient systématiquement. Bien sûr, la nourriture en fait partie. Troisième pilier, c'est le mouvement. Ouais. Pas que l'exercice physique,
le mouvement. C'est un truc qui revient Hmm. systématiquement. Quatrième pilier, c'est la respiration qui revient systématiquement. J'ai envie de te dire, mon Boris, c'est pas forcément conscient. Il y a souvent des Oui, choses oui, souvent, c'est pas conscient. que tu demandes à un centenaire comment il a vécu sa vie, quelqu'un de 110 ans, il y a 90 ans. Moi, mon travail, moi, de scientifique, qui est passionné par les neurosciences, ça a été de me dire, OK, moi, mon grand kiff, Boris, ça a été de pouvoir en fait ramener toute cette connaissance ancestrale que j'ai vue aux quatre coins de la planète, de la passer au filtre de la neurobiologie qui m'intéresse tant, pour en sortir le nectar. Donc en fait, de voir que les gens, les patterns qu'ils ont mis en place, qu'ils soient conscients ou inconscients, mais la respiration, c'était quelque chose qui était là systématiquement. On parlera du comment après, parce qu'on respire 25 000 fois par jour. Et le dernier truc, le dernier pilier, c'est le mindset, l'état d'esprit dans lequel ils ont vécu leur vie. Donc ça, c'est la première partie, c'est la gestion de l'intériorité. La deuxième partie, c'est les principes pour être en santé et en énergie, en vitalité. Ces 5 principes-là: rythme de vie, nutrition des 5 sens, respiration, mouvement et mindset. Ça a toujours été là, de façon consciente ou inconsciente. Et enfin, la dernière partie, une fois qu'on a fait ces 2 points partie, la troisième, la cerise sur le gâteau, c'est la raison d'être. La raison d'être. Pourquoi on est là? Cette quête de sens. C'est aussi un truc c'est un truc commun que j'ai vu à tous ces anciens, que j'ai pu croiser. Voilà, ça c'est le premier point. Et après, si tu veux, maintenant on peut parler du comment dans les choses, le comment ils ont fait de façon consciente ou inconsciente. Par exemple, la respiration ou le mouvement, tous de façon consciente ou inconsciente, en fonction de qui ils sont et d'où ils ont vécu leur vie. Il y a ce pattern commun ils ont eu une vie de labeur manuel. C'est des gens qui ont travaillé la terre, la quasi-majorité, tous ont travaillé la terre. C'est des gens qui tous passaient du temps, par exemple, à marcher pieds nus ou à toucher, à être en squat, à passer du temps au sol, à se déplacer au sol. Donc après, moi, mon travail, ça a été de comprendre, par exemple, notre harmonisateur, c'est le sol. Moi, j'enseigne beaucoup, je partage beaucoup les postures archétypales, tout le travail de Phil Beach, qu'on appelle Contractile Fields, les champs contractiles, qui est un modèle bien plus pertinent que les chaînes musculaires, où en fait, tu te rends compte que, là, c'est l'ostéo qui te parle, plus de temps on passe au sol, plus de temps on est en train de rééquilibrer son corps, en fait. Et que ce qui fait vieillir, c'est trop de chaises, trop de chaussures. Donc, ils ne le savaient pas, forcément, ces anciens, il y a 80 ans, par contre, ils le faisaient. Et forcément, quand tu as une vie de labeur et que tu dois te faire avec le mulet ou l'âne chargé 10 km en montagne dans la vallée de Vilcabamba, forcément, il y a un travail respiratoire qui se fait. Travail du mouvement, travail respiratoire, exposition au soleil. Exactement. Ils ont tous vécu leur vie rythmée par le soleil, les rythmes circadiens. Donc, la glande pinéale qui gère nos hormones du sommeil, la mélatonine, la valentonine, la 6-MH, c'est calé avec la luminosité solaire. Donc tu vois, il y a plein de principes. Moi, je travaille avec des principes. Les techniques, je m'en contrefous, et les principes ils ont vécu leur vie avec des principes similaires en fait. Ouais, c'est génial parce que toute l'idée de l'accompagnement de Lifeforce, c'est maintenant comment on fait pour adapter le comment, parce que eux, à l'époque, il y avait pas, il y a 70 ans, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de frigo. Donc, comment on fait le challenge maintenant? En tout cas, moi, mon challenge dans l'accompagnement que je fais, c'est pour ces principes-là, pouvoir les mettre de façon douce et facilement implémentable dans nos vies d'occidentaux maintenant. Ouais, c'est le gros challenge, hein, parce que effectivement, il y a encore une centaine d'années, ça faisait partie du quotidien des gens pour beaucoup, et on était très connectés au final. Ce qu'on se dit là, c'est se reconnecter un petit peu presque à la nature. Si on observe les animaux, comment on vivait il y a quelque temps, en fait, c'est celui de refaire la même chose entre guillemets. Aujourd'hui, on est très déconnecté de tout ça. Complètement. Et c'est vrai que quand on entend ce que tu dis, tu te dis, voilà, pour tous les gens, moi le premier qui passe beaucoup de temps derrière un ordinateur, tu te dis, il y a du boulot. Et comment est-ce que tu fais, toi, concrètement, parce que souvent, moi, en discutant avec certaines personnes, ils m'ont dit, ah ouais, ok,
Donc il faut que je fasse attention à ce que je mange. Ok, après il faut que je respire. Faut que je fasse plus de sport. Faut que je, tu sais, on tombe dans le faut que, Ouais. faut que, faut Ouais. que. Comment est-ce que tu arrives, toi, à transmettre déjà ces grands principes et surtout à les faire tenir dans le temps, parce que c'est ça. Souvent, on se dit, je vais commencer ça, 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 et on se retrouve à, et moi j'ai fait aussi cette erreur à faire des listes à puces où le matin, je tombe dans le faire, et on n'est plus dans l'être juste et Ouais, ouais. exactement. Et c'est le gros challenge que je vois moi autour de moi, hein, les personnes aussi que j'accompagne en respiration. C'est comment est-ce que toi t'arrives à transmettre ça aussi pour que ça soit, on va dire, intégrable dans notre mode de vie actuel, quoi. Tu as dit quelque chose de très fort et la réponse est là. C'est-à-dire que la base de ce que je fais dans Life Force, si je te le dis autrement, c'est reconnecter les gens, les aider et les orienter à se reconnecter à la nature pour pouvoir se reconnecter à leur nature. Donc Génial. c'est vraiment pour arriver à stresser moins et vivre mieux. C'est aussi une baseline de ce que je fais. Santé, vitalité, amour, stresser moins, vivre mieux. Ça implique se reconnecter à la nature pour pouvoir te reconnecter à ta nature. Comme tu le disais, les gens sont tellement déconnectés du naturel que ça marche pas. Donc pour moi, c'est juste indissociable. Dans mes stages, la nature, a une place, c'est l'acteur majeur. Moi, je fais absolument rien, je facilite. Mais si tu veux, il y a tout ce contexte dans nos stages. On a toujours des très beaux lieux de nature, mais où il y a l'alchimie, elle se fait de se reconnecter à soi-même parce que on se remet en lien avec l'extérieur, avec là d'où on vient. Bien sûr, il y a une façon de faciliter, d'orienter l'histoire et d'amener les jeux, mais c'est vraiment, pour moi, c'est clé. Effectivement, tu peux pas te reconnecter à toi-même si tu te reconnectes pas à ton environnement. Et c'est la base, d'ailleurs, de ce grand principe physiologique que tu connais bien aussi. Les trois grands principes, c'est l'homéostasie, la capacité à revenir à l'équilibre du corps en permanence, l'hormèse de comment on se renforce avec certains types de stress quand on sait les utiliser, mais surtout le dernier qui est essentiel, l'homéorésie, c'est-à-dire que tu peux pas couper l'homme de son environnement. Donc d'abord, on le remet dans son environnement naturel, pas au 16e étage de la tour totale de la Défense où il bosse toute sa journée, dans un environnement naturel avec une vie naturelle. Et ensuite, ça facilite. Enfin, c'est le catalyseur et facilitateur qui permet de revenir en lien avec toi-même. Et ensuite, une fois que c'est mis en place, c'est de travailler ce qu'on appelle, qui vient de façon naturelle, le willpower, la volonté. C'est je décide, je m'engage. Ça, c'est essentiel. Vous êtes tous, et on est tous, nous sommes tous à une décision près d'aller mieux. Il faut juste poser la décision. Okay. Et le deuxième truc essentiel, une fois que tu l'as posé, c'est de maintenir la décision. Moment après moment. Je décide, je m'engage. Ça, dans mon expérience de vie, je te dis, de ma grande passion cachée, en fait, qui est la sociologie, d'avoir accompagné des dizaines de milliers de personnes de cultures différentes, le pattern qui fonctionne pour être capable de décider et de maintenir la décision, bah, c'est d'avoir réalisé que j'ai suffisamment eu mal, suffisamment eu fort, pendant suffisamment longtemps, pour en avoir mis ras la casquette, et ça va bien maintenant. Je veux être autre chose. Donc pour toi, ça passe par soi, parce que j'avais une discussion sur un podcast avec Quentin Villard. Alors je crois qu'il appelait ça les moments Kensho et les moments, je sais plus l'autre terme, pour dire que souvent les grandes prises de décision se faisaient soit, bah, comme tu disais, dans une douleur extrême, un événement un peu traumatique, ou bah, par exemple le burn-out, c'est un cas où on se dit, bon, le corps dit stop, voilà, là il n'y a pas vraiment de choix, souvent on prend des grandes décisions radicales. Quoique, il y en a encore qui peuvent retomber, si vraiment on veut pas voir, il y en a encore qui peuvent ne pas voir. Mais voilà, il y a ces moments-là où en fait c'est la vie qui nous impose un changement. Et lui parlait aussi, alors je sais plus l'autre terme, mais c'est
par de la pratique, on va dire délibérée, ou ça va être plutôt par, on va dire, de l'écoute intérieure et de la décision active. Donc s'allouer des moments, peut-être que ça fait le pont des moments d'intériorité pour éviter d'arriver à se prendre un mur pour prendre une décision, mais plutôt être sur des moments où on prend du recul tous les jours un petit peu, qu'on arrive à être à l'écoute, j'imagine aussi, de ses ressentis, de ses émotions. Et aujourd'hui, on sait à quel point ça peut être c'est difficile. On est beaucoup très handicapé pour beaucoup des émotions. Moi, le premier, pendant des années, et je suis encore sur un chemin où j'ai du boulot à faire là-dessus. Mais quand on est éduqué, tu sais, moi je me rends compte, et typiquement les hommes, je trouve qu'on est très déconnecté des émotions. C'est quelque chose qui est c'est très mal vu. Et en étant déconnecté en fait des émotions, je trouve que des fois c'est compliqué pour beaucoup de se dire ok, comment est-ce que je me sens par rapport à ça, quelle est la bonne décision à prendre. Et on est souvent, tu sais, beaucoup dans le mental. Complètement. Ce que je te disais en off, là, je sors d'un stage intensif justement en cercle d'hommes. Ça s'appelle Ok, génial. pour aller justement voir d'une autre façon que je trouve aussi très saine. Tu vois, nos traumatismes, nos obscurités, nos parts d'ombre, et d'être vu et reconnu par d'autres personnes, d'autres pères, d'autres frères, ou une communauté, une tribu, puisqu'on vient, tu sais, on est profondément des êtres sociaux. Ça, c'est un grand enseignement des hommes aussi. On ne peut pas vivre tout seul. Donc, le fait d'être vu et reconnu dans là où on a eu mal dans nos vies, c'est quelque chose d'extrêmement guérisseur et d'extrêmement reconnectant, comme tu disais. Donc ouais, t'as complètement raison. Pour apporter aussi une petite un petit bémol, enfin en tout cas un petit plus à ce que tu partageais et à ce que je disais aussi. Dans je décide, je m'engage, c'est la détermination. Elle vient quand on a eu suffisamment mal pendant suffisamment longtemps et qu'on en a marre, qu'on a envie de changer une autre personne. Ça, c'est vrai. Maintenant, je modère ce que je dis aussi parce que c'est aussi tout l'intérêt de ce que je propose et de ce que je fais, et je me rends compte aussi que ça fonctionne. C'est que l'idée, et ce que je dis toujours, c'est que si tu as eu plutôt dans ta vie ou d'autres vies, si certains ont ces croyances-là, cette graine de changement, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'attendre, et j'ai accompagné des milliers de personnes comme ça aussi, et moi, dans certains champs de ma vie aussi, je l'ai expérimenté, il n'y a pas besoin d'attendre d'être fauché par la vie pour changer. Pourquoi ? Parce que tu peux avoir des gens que j'appelle des phares, des rencontres qui vont t'éclairer, des gens qui vont t'inspirer. Typiquement, on a notre pote en commun, le Pierrot, c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant, Pierre. C'est clair. Pierre Dufresne, il est extrêmement inspirant. Et c'est quand tu rencontres quelqu'un comme ça, quelqu'un qui inspire, ça va permettre de te guider et de pouvoir aussi modifier des habitudes de vie. L'être humain est un être d'habitude, pour pouvoir enclencher des habitudes de vie vertueuses. Donc je modère ce que je dis parce que oui, quand tu as arrivé à un point de non-retour où que c'est trop pour toi, tu bascules. Grosso modo, t'as failli mourir. C'est moi le déclencheur que j'ai vu le plus, c'est ça. T'es passé à côté de la mort. Et pas que. C'est-à-dire que des gens qui ont accès à ça parce que pour de bonnes vertus qu'ils ont accumulées dans leur vie, ils ont eu la bonne graine. Le fait de voir un phare au loin va les attirer et ils vont pas avoir forcément nécessairement besoin d'attendre d'être explosés par la vie fauchée pour mettre en place des changements. Donc ça, j'y crois beaucoup aussi. Et c'est notamment pour ça que je fais ce que je fais, parce que je me rends compte que les gens n'ont pas forcément besoin d'attendre que la maison brûle complètement pour mettre en place des choses. Oui, quand elle brûle complètement, tu n'as plus le choix. Soit tu es mort, soit tu mets en place quelque chose. Donc ça marche, j'en ai beaucoup. Mais j'ai aussi beaucoup de gens, il y a juste le canapé du salon qui commence à brûler et ils se disent là, si je fais pas quelque chose, tout va cramer. Et ils cherchent. Donc ça part toujours bien sûr d'un inconfort, mais certaines personnes ont cette subtilité et ce niveau de conscience de
Là, si j'attends encore, ça va piquer. Ouais, non, Et donc, c'est clair. C'est clair. Et du coup, c'est à travers tes différents piliers que justement tu arrives à éviter de te prendre un mur. Grosso modo, c'est ce qu'on Exactement. en parlait Exactement. Si là. tu veux, on Hmm. vient. Moi, en stage, il y a des gens qui viennent clairement. Alors, moi, j'ai commencé Life Force, notamment. La vie m'a présenté des milliers de personnes qui étaient cramées, en burn-out, Hmm. cramées, burn-out, burn-in, burn-out, mais surcharge neurocognitive. On appelle ça en anglais adrenal fatigue, donc les Hmm. surrénales complètement épuisées. C'est pas quand tu veux, tu peux. C'est quand tu peux, tu veux. Là, le corps ne peut juste plus, Hmm. complètement exploser. Et je me suis rendu compte très rapidement que, bien sûr, ces principes que je partageais pour les aider naturellement. Un burn-out, mon Boris, c'est quelqu'un qui est littéralement en train de se noyer dans sa vie. Si je vous l'explique avec une image mentale que je donne toujours en stage, un burn-out, c'est quoi? C'est quelqu'un, un être humain qui est en train de se noyer dans sa vie. Ça peut être un burn-out familial, hein. Tu me prends une mère Hmm. au foyer qui est divorcée au RSA avec 3 gamins en bas âge, elle voit pas le jour. Donc elle est en train de se noyer dans sa vie. Euh, Comment on fait pour avoir beaucoup voyagé? T'as certains centres qui gèrent ça, qui sont déjà très très chers et qui sont remplis d'hyper spécialistes. Par exemple, Canyon Ranch aux États-Unis, Kamalaya, Shivasum en Asie, où grosso modo, ils ont bien compris ça. Et moi, pour avoir longtemps travaillé, j'ai été basé une dizaine d'années en Asie. Donc j'ai passé aussi beaucoup de temps en Amérique du Nord. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on te donne une bouée. Tu es en train de couler dans ta vie, on te file une bouée pendant 2 semaines, 3 semaines, donc tu te reposes, c'est génial. Tu rentres chez toi, tu te retrouves toujours avec la réalité que ton fils s'est suicidé et que et ta femme s'est barrée et que tu t'es fait virer de ton boulot. Donc le raz-de-marée, tu te le reprends. Certes, tu t'es reposé au niveau énergétique, mais tu te reprends. Donc Si beaucoup tu changes rien, ressemblent. tu te reprends la même chose, L'idée, hein. exactement, Hmm. l'idée de mon approche avec Life Force, c'est d'apprendre aux gens à nager. C'est qu'ils sont actifs, ils sont pas passifs dans le process. Tout le process de recovery, de réapprendre à vivre, à stresser moins et vivre mieux, tu es actif, donc tu apprends à nager. Alors oui, et tout mon challenge, et il marche ce challenge, dans un stage de 6 jours ascension, tu apprends à nager tous les jours. Et à la fin de la semaine, tu as compris comment nager la brasse. Bien sûr, tu n'es pas Michael Phelps et tu n'as pas appris toutes les nages, mais tu sais nager la brasse. D'accord? Tu sais nager la brasse et surtout, tu as compris que c'était ta responsabilité de nager un petit peu tous les jours pour garder Hmm. la tête en dehors de l'eau, pour pouvoir t'orienter dans les flots de la vie parce que la vie va continuer à t'envoyer des flots pour aller où tu as envie d'aller. Et tu as compris que si tu arrêtes de nager, tu vas recouler. Et ça, Hmm. ça change tout. Ça change complètement tout parce que les gens sont autonomes. L'idée, c'est de rendre les gens autonomes. C'est pas de les rendre dépendants, life forcien dépendants ou Davido dépendants. C'est qu'ils soient autonomes. Donc, ils aient compris comment nager et l'importance de le faire. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, it's a game changer. Ça change Hmm. complètement la vie. Et Euh, comment tu fais, c'est super intéressant. Moi, je crois beaucoup à cette notion de groupe, de stage, de présentiel. Je ouais, pense que pour moi, c'est sûrement un des meilleurs moyens, entre guillemets, pour se trouver et amener un changement. Et tu parlais du lien social. Pour moi, c'est vraiment la clé, hein. C'est quelque chose, aujourd'hui, voilà, je pense que c'est vraiment la clé pour tout changement et la notion de groupe, de d'accord. responsabilité collective, elle est géniale. Comment est-ce que tu fais du coup après un stage, quelqu'un qui a, imaginons, voilà, passé une semaine avec toi, génial, il est plein de bonne volonté, j'ai compris plein de principes, c'est super, je vais mettre des changements en place dans ma vie. Comment est-ce que tu fais pour maintenir en fait cette énergie, cette bonne dynamique pour tous les participants après les stages? Est-ce que tu mets en place des groupes de Alors, parole, des on a des suivis? groupes, on a Ouais, des groupes, on a beaucoup à chaque stage à son groupe, tu vois, à son c'est groupe sur les génial. réseaux Hmm. sociaux, notamment le groupe WhatsApp, qui fait on continue d'échanger, tu vois, chaque victoire et pas que, et chaque difficulté aussi peut être partagée et tu peux être soutenu par le groupe. Et tu as complètement raison, en fait. Un des trucs les plus puissants pour ma part, dans mon expérience de vie, pour l'être humain, c'est justement ce soutien social, de comprendre que tu n'es pas tout seul, de comprendre que tu Hmm. as des gens qui sont dans le même niveau de conscience que toi, où tu en es dans ta vie. Et souvent,
moi, dans mes stages, on me dit, moi, j'ai jamais eu ce niveau d'échange avec mon propre frère, avec mon père, avec mon meilleur pote. Tu vois, le fait d'être, parce que sans mauvais jeu de mots, le fait de se rencontrer sans les masques, tu vois, de voir où on en est, c'est quelque chose en fait d'extrêmement apaisant et d'extrêmement guérissant. Tu vois, on n'est pas tout seul sur le chemin de prendre soin de soi, de dire, to say your truth, de dire nos vérités, où on en est, et c'est ce qui fait qu'on peut connecter de cœur à cœur. C'est que si j'arrête de te bullshiter dans le paraître pour que tu aies une bonne image de moi, mais que j'ouvre mon cœur et que je te partage qui je suis maintenant tout de suite, simplement, tu vois. Et moi, c'est ce qu'on fait tous les jours dans nos stages, tu vois, d'où tu pars. On appelle ça un check-in. Tu vois, c'est quoi ta météo intérieure? Où t'en es maintenant? Et c'est complètement ok, mais de revenir en lien avec ton intériorité. Quelle est l'émotion qui te traverse maintenant? Comment tu te sens? Où c'est dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui permet de reprendre du lien avec toi. Et du coup, ça modifie complètement le lien humain. Et j'ai beaucoup de gens, écoute, sur un stage de 6 jours, les gens, au bout de 6 jours, qui se connaissent pas, repartent en pleurant, en se faisant des câlins. Et parfois, des gens qui se seraient mis sur la gueule, des profils qui se seraient mis sur la gueule si s'étaient rencontrés autrement, font que ça match. Ouais, c'est génial. Et si tu veux, je te partage ça, ça me paraît important aussi, tu vois, pour l'alignement dont on parlait. Le plus grand truc, si je te résume une vie de voyage, le truc le plus bluffant et le plus fort pour moi, ça a été les autres. Ça a été à quel point je peux connecter un truc de malade, de ouf, avec quelqu'un que je connais ni d'Ève ni d'Adam, dans des coins complètement incongrus de la planète. Ça a été un truc complètement hallucinant et transformant pour moi, en me disant waouh, je sais pas si je reverrai cette personne, mais de voir la profondeur du lien. Et en même temps, ça a été aussi la chose la plus douloureuse, parce qu'à chaque fois, tu as un beau lien qui se fait, bah, ça m'a ramené beaucoup à l'attachement. Tu veux, le fait que ça va pas durer tout le temps. Ça, en méditation, on appelle ça anicca, le côté éphémère et des choses qui changent en permanence. Tu vois, d'apprendre à être de plus en plus confortable avec le fait que ça ne dure pas, rien ne dure. Ce qui est immuable, c'est le changement. Donc l'autre a été la plus grande bénédiction, mais la plus grande douleur aussi, parce qu'on va tous mourir à un moment, et il y a un moment, tous les liens vont s'arrêter. Donc pourquoi je te partage ça? Parce qu'en fait le fait le plus grand bonheur pour moi, en fait, c'est de voir que c'est comme en thérapie, en fait, ce qui est guérissant, c'est le contenant, le lien est extrêmement guérissant. Là, dans ces stages, et tu le vis aussi dans tous les stages que tu as fait, quand il y a un bon égrégore, quand il y a une bonne énergie dans le stage, t'es juste dans le flow, c'est fluide, les gens partagent les mêmes choses, on est, tu vois, enfin, il y a une facilité de connexion qui est là, de cœur à cœur, parce que on est dans la même énergie, on est dans le, tu vois, et c'est quelque chose c'est tellement bon, c'est tellement bon. C'est clair. On peut se montrer dans notre vérité telle qu'on est, et ça demande, ça ni vu ni connu. En fait, le process, il est, moi, l'histoire, je la raconte comme ça parce que c'est ce que je souhaite mettre en place derrière. Mais ce qui est en train de se placer en filigrane, c'est que plus tu es dans un groupe où tu te sens à l'aise, plus tu fais péter toutes tes barrières de pas montrer qui tu es et de vouloir prétendre, de garder tes masques sociaux, et du coup tu es en train de libérer toute cette énergie de vie qui te bouffe énormément d'énergie pour garder bien enfoui des faces de toi, des facettes de toi que tu veux pas montrer. Et c'est ça qui est extrêmement beau, en fait, tu vois, qui se passe en filigrane. On parle énormément de gestion de stress, de santé, de raison d'être, mais par la connexion du groupe, en filigrane, il se passe ça. On est de plus en plus à l'aise, donc on peut se montrer tel qu'on est de plus en plus, et du coup, c'est en train aussi de désagréger énormément de choses qui ont été freeze, qui ont été glacées au fond. Il faut que je sois comme ça, tu vois.
Ouais, c'est super intéressant. Moi, je te rejoins à fond là-dessus. Et tu vois, on a vécu cette expérience-là, le dernier stage avec le Pierrot là. Et tu vois, le sujet du stage, c'était en plus le lien. Donc tu vois, c'était sur la théorie, on était à fond dedans avec les bains froids, avec Pierre Etchart le soir qui nous parlait des tissus, des fascias. Donc on parlait du lien. On faisait du coup du lien avec la réflexo, avec notre ami Julien. Julien, ouais. Et en plus, bon, avec Fabien Moine aussi qui était là en intervenir du coup sur le jeune. Et au final, tout le long du stage, on a parlé de l'importance du lien. Et en plus, on a vécu le truc. Tu vois, c'est qu'il n'y avait pas seulement la théorie sur le lien, c'est qu'en fait, ça a créé une telle connexion entre tout le monde que tout le monde s'est livré, tout le monde a mis les masses de côté et tout le monde est reparti avec un déclic, quelque chose de changé, quoi. Et moi, je te rejoins à fond. Ça m'a aussi fait un vrai déclic par rapport à ça et je comprends du coup maintenant l'importance aussi, tu vois, quand en tant qu'accompagnant, de créer des expériences de groupe. Avant, j'avais pas spécialement ça en tête. Tu vois, je me disais que tu te fasses accompagner en individuel ou en collectif. Limite, des fois, tu pourrais te dire c'est mieux d'être Ouais. accompagné en individuel. Alors que maintenant, de plus en plus, je me dis que le groupe, il est super intéressant parce que ça crée La du force du groupe, lien, ça permet de exactement. pérenniser sur le long terme. Tu débloques des choses et ça t'engage aussi à aller de l'avant, à passer à l'action, tu vois. Mm. Donc, Complètement. Moi, je viens de l'accompagnement individuel où j'ai fait ça une grande partie de ma vie. ouais. Sans autre, j'ai plus aucun doute maintenant sur l'intérêt et la puissance supérieure de l'accompagnement en groupe. C'est pour ça que j'ai dédié ma vie maintenant à ça, si tu veux. Je fais très très peu d'accompagnement individuel et dès que j'en fais, en fait, j'essaye de ramener sur les accompagnements exécutifs, de les ramener dans un groupe parce que c'est tellement plus Hmm. puissant, parce que il y a un vecteur de changement, un vecteur d'engagement, un vecteur de l'égrégore, simplement l'énergie de groupe fait que tu accèdes à des dimensions de toi euh, qui sont euh, qui sont difficilement accessibles quand tu es Hmm. en one to one, quoi. Difficilement Là, c'est accessible. clair, c'est clair. Et en parlant de ça, du coup, toi, c'est quoi tes prochains, on va dire, grandes zones d'exploration ou tes prochains chantiers? Ça peut être globalement avec Life Force, mais ça peut être aussi toi tes centres d'intérêt du moment, sur quoi tu planches en ce moment. Vaste Les, question. ouais, c'est une vaste question. C'est une vaste question. J'ai envie de te dire il y a énormément de champs au niveau personnel, au niveau familial que j'ai envie d'explorer, au Hmm. niveau communautaire aussi, que j'ai envie d'explorer. Tu vois, et les deux sont en lien avec Life Force. Tu vois comment j'arrive à faire cohabiter de façon, euh, de façon différente ce que j'ai mis en place sous forme de stage. Mais si tu veux, il y a vraiment cette envie de créer euh, cet esprit communautaire Ouais. de façon encore plus présente à chaque instant de la vie et pas simplement un stage. Tu vois, en Hmm. général, je fais des stages à chaque vacances scolaires. Tu vois, il y a 6 stages par an. J'ai mes coachs facilitateurs aussi que j'ai formés, qui sont les premiers qui sont formés, qui commencent à donner des stages. Mais comment on peut, tu vois, on peut, alors c'est très mal dit, mais tu vois, ça pourrait être pour créer un village, tu vois, quelque chose où Hmm. il y a Un cette lieu. Ouais. couleur cette couleur en permanence, si tu veux. Ou comment aussi, euh, ouais, c'est un des champs majeurs, un des champs majeurs, il est là. Et puis l'autre champ, c'est vraiment, je me commence à me passionner de plus en plus. Ça fait un petit moment maintenant, mais pour tout le côté permaculture, tu vois, Hmm. prise Génial. prendre soin des sols, prendre soin de. Ça me passionne de plus en plus, tu vois, la botanique, d'appréhender la faune et la flore autour de nous. Et c'est nouveau pour moi, enfin, ça fait quelques années maintenant, mais c'est tellement un champ d'exploration euh, tellement encore plus vaste en fait que notre propre connaissance, tu veux, physiologique ou du corps, parce que là, c'est tellement plus vaste. Et j'aimerais bien aussi trouver un moyen de pouvoir de pouvoir rajouter, de pouvoir venir complémenter en fait ce qui se fait avec l'iPort, tu vois, en grandissant Hmm. là-dedans, parce que
ça me parle de plus en plus. Et puis aussi tout le côté, il y a différents, tu vois, il y a différents outils. Bon, l'intériorité, c'est quelque chose que j'explore depuis toute ma vie, donc ça s'affine. Mais par exemple, tu vois, le côté célébration de musique, la musique me passionne depuis très longtemps aussi, et j'ai eu la chance aussi cette année de me former en sound healing. Ok, génial. C'est aussi un vecteur qui est, euh, qui est juste hallucinant. Et finalement, tu vois, quand je regarde Life Force, c'est un peu mon ikigai. C'est pas le croisement de quatre cercles, mais à l'époque, c'était à peu près 16 ou 17 cercles de tout ce qui me passionne. Et je pense que, tu vois, plus je vais avancer dans la vie, plus je vais grandir, je vais forcément ramener le côté cultiver, tu vois, cultiver son jardin de façon symbolique extérieure, mais c'est la même chose que cultiver son jardin intérieur. Donc, tu vois, juste trouver des façons d'organiser des moments de rencontre, des stages ou autres, où il peut y avoir cette notion-là, et puis cette notion de musique, tu vois, de ramener la musique, parce que vibratoirement, c'est extrêmement puissant. Tu peux aussi déclencher des niveaux de conscience modifiés. Tu vois, enfin, pour des gens qui ont pu étudier, je sais pas, la méthode Silva ou l'hypnose, et on peut vraiment toucher des états modifiés de confiance et de conscience, Conscience aussi. qui permet d'intégrer des choses. Alors, c'est des choses qu'on fait déjà, si tu veux, de façon festive, mais là, il y a des outils, il y a d'autres outils avec lesquels que j'ai pu découvrir, qui sont très très chouettes. Voilà. Donc si tu veux, l'idée c'est que ce qui est génial, c'est que plus j'avance, plus ça devient, tu vois, ça devient un entonnoir qui s'ouvre en fait, où comment, en fait, les principes sont toujours là, c'est les mêmes, mais ce qui m'excite en fait, c'est comment on fait pour peaufiner l'histoire, la raconter, c'est toujours la même, mais de mieux en mieux, et de façon de plus en plus profonde, qui inclut de plus en plus de personnes. Et à chaque fois, tu vois, c'est tout ce que je mets dans la formation des coachs aussi. Et moi, je suis le premier coach qui me forme en permanence. Comment, en fait, j'améliore l'histoire du stage de 6 jours ou du stage de 2 jours pour qu'elle aille, qu'elle touche le plus rapidement possible et qu'elle puisse, tu vois, générer un max d'énergie de changement le plus rapidement possible, en fait. Donc, quels sont les vecteurs que tu peux amener? Ouais, c'est top, c'est top. Et c'est marrant que tu parles de la musique parce que moi, c'est aussi un truc, ces dernières semaines, genre même moi, je suis grand passionné de musique et tu vois, j'ai eu un moment de ma vie où je me suis dit, j'ai en gros choisi un peu la voie santé, bien-être, sport, et la musique, je l'ai un peu laissée de côté parce que, bah, tu sais, quand on est très curieux, Ouais. tu peux pas tout faire. Voilà, et là, je suis en train justement de, pareil, un peu comme toi, de voir comment est-ce que je peux réintégrer ça dans ce que je fais au quotidien pour moi personnellement, parce que ça nourrit énormément, et aussi pour créer des changements. Bah, tu vois, moi, mon grand truc, c'est la respiration, et je m'intéresse là depuis quelque temps à tout ce qui est respiration holotropique et ce type de thérapie qui sont vachement intéressantes parce que tu utilises en fait la musique comme mécanisme pour faire générer des émotions, des états modifiés de conscience. Et moi, tu vois, ça, je l'ai déjà vécu, je veux dire, pas même forcément avec la respiration, mais juste en écoutant une bonne musique, en allant à un concert. Et j'avais jamais fait le lien, tu vois, entre ça et au final des états qu'on peut aller chercher en faisant certains types de respiration, tu vois. Ouais. Et du coup, je trouve ça Ouais. vachement intéressant parce que ça connecte énormément de ponts. Et quand tu t'intéresses, bah voilà, au peuple premier, aux chamans, aux tribus, ils ont tous en fait des notions de musique, de danse, de groupe. Tous. Et c'est ça qui est fascinant. Au final, on n'invente rien de nouveau. Au final, avec les dernières Exactement. méthodes, il suffit de regarder un peu ce qui se faisait avant. Et souvent, Exactement. on revient à cette notion de groupe, de musique, de partager C'est des très juste choses. ce que tu dis. Tu vois, le côté musique et le côté danse, en fait, on peut pas faire l'économie de ces deux choses-là. C'est des choses qui reviennent systématiquement. Et c'est la base. Et si tu veux, alors c'est marrant parce que c'est des choses qui sont déjà en place dans ce que je fais dans les stages, mais
plus tu augmentes dans la compréhension. Par exemple, si tu veux, la théorie polyvagale, elle est complètement expliquée, tu vois, de Stephen Porges. C'est-à-dire que nos états de corps contrôlent complètement nos schémas mentaux, nos états de pensée, et pas l'inverse. C'est-à-dire que le nerf vague fait remonter 80% de nos états corporels vers le cerveau et seulement 20% descendent. Le yoga du rire, c'est de la théorie polyvagale. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est clair. Le fait de faire ça, ça va complètement changer, alors que y a rien de drôle, mais ils ont tout compris. Si tu veux. Et c'est ça qui est génial, c'est que bien sûr, quand pour changer des patterns nocifs que tu te répètes en permanence dans tes 60 000 pensées par jour, 48 000 sont négatives, le yoga du rire, c'est juste de la théorie polyvagale. C'est comment te mettre en vagal ventral, quoi. Point barre. C'est ça. C'est hyper, toutes les respirations dont on parlait aussi, c'est la même chose. C'est corporellement, là, tu parlais d'holotropie, moi qui me passionne aussi, mais tout le travail de Stan Grof ou de Leonard Orr sur le rebirth, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en changeant, c'est pareil, au niveau corporel, je vais aussi avoir un impact sur mon schéma de pensée parce que j'active mon corps par la respiration complètement différemment, quoi. Donc c'est passionnant. C'est passionnant. Bon, super cool. Je vois que le temps passe. Je vais t'amener sur la dernière partie, les petites questions rapides que je pose à tous mes invités. Et puis on fera sûrement une part 2, un de ces quatre, parce qu'il y a énormément de sujets encore qu'on pourrait aborder. Alors du coup, première question, si tu devais garder toi on va dire une routine que tu pratiques tous les jours qui te procure énormément de bonheur, de vitalité, si tu devais en garder une, ce serait laquelle? Un seul truc. Pour moi, un truc. Mon moment de la journée qui me fait le plus kiffer, c'est le sun gazing. Matin et soir. Et surtout, mon moment clé, tu vois sur les réseaux sociaux, c'est vraiment c'est rare que je loupe un sunset. J'ai vraiment cette chance de vivre au bord de la mer. Si tu veux, c'est clair. Mon moment clé de ressourcement, en général, où j'ai toujours une pratique sportive aussi à ce moment-là, mais surtout aussi une pratique contemplative, c'est ça. Donc le truc pour moi, le truc qui fait que je kiffe ma vie aussi, c'est ça, c'est d'être avec le soleil quand il se couche, quoi. Et c'est clair, je valide. Deuxième question, si tu devais me recommander un bouquin, peu importe lequel, ça peut être pour moi et les invités, un livre qui t'a marqué. Un bouquin qui m'a marqué, un seul, Message des hommes vrais au monde mutant. Celui-là, il a été très bon. Et puis j'aime Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Celui-là, il est juste. Là, je le connais pas celui-là. Je connaissais. Quoique, ou est-ce que c'est le même que Comment se faire des amis, ou c'est différent? Non. C'est un autre. Dan Carnegie. C'est un très très bon livre aussi. Là, oui, je confonds. T'as raison. Ok. Think and Grow Rich. Si tu avais un invité à me recommander sur ce podcast. Un invité à te recommander sur ce podcast. Un invité à te recommander sur ce podcast. Ça serait Pierre. J'imagine que tu as déjà eu Pierrot. Pas encore. Je veux le garde au chaud. Pierrot. Pierrot. Il va venir. Je sais pas quand encore, mais clairement le Pierrot il viendra. Ok, super. Et dernière question, c'est pas vraiment une question, mais pour tous les gens qui ont matché, qui ont résonné avec tout ce que tu as partagé, comment est-ce qu'ils peuvent te suivre? Je mettrai le lien, j'imagine, de ta chaîne YouTube, de ton Instagram. Exactement. Le site internet, il est riche. Il y a beaucoup d'infos. C'est lifeforcewithyou.com. lifeforcewithyou.com. Et puis sinon, sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a beaucoup de contenu gratuit, sur Insta, sur Facebook. Vous faites Lifeforce sur votre navigateur, Lifeforce David Tan, et vous allez tomber sur les réseaux sociaux. Et puis si vous trouverez mon email, soit sur les réseaux sociaux, vous envoyez un message, je vous répondrai, ou soit sur le site internet, vous trouverez le moyen pour me contacter aussi. Génial. Super. Et tu as des prochains stages de prévus le prochain stage, il reste encore quelques places. C'est du 23 au 29 avril. C'est le stage Ascension. Donc ça, c'est vraiment notre bébé, mon bébé.
le stage pour apprendre à nager dont on parlait tout à l'heure, Ok. donc tout ce qui est gestion de stress et puis les principes du vivant. C'est du 23 au 29 avril, c'est dans le Tarn. C'est vraiment une plongée profonde où on est vraiment ensemble pendant une semaine et c'est vraiment très très chouette. Le prochain après sera de mémoire du 9 au 15 juillet. Du 9 au 15 Ok. juillet. Toutes les infos Je mettrai toutes les infos de toute façon ouais, sont sur dans le site. lien. Bon, bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode. David, merci pour tout. C'était passionnant, franchement. Avec Super plaisir, inspirant. Avec plaisir partagé. Et puis on se dit à très vite peut-être pour un prochain épisode pour continuer très vite, cette belle Boris. conversation. Ça marche. Ouais, prenez Ciao, soin de ciao. vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.